Et dans les décrues, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres. Par exemple, si aujourd'hui, on arrête d'avoir Netflix en 4K sur son téléphone portable quand on est dans le métro, c'est pas un drame. Si par contre, on divise la surface habitable des gens par 2, c'est plus ennuyeux. La croissance a quand même permis l'augmentation du niveau de vie de beaucoup d'Occidentaux. Je voyais notamment qu'au Bangladesh, il y a eu plusieurs catastrophes naturelles depuis 1970 et que, en fait, à chaque fois, le nombre de victimes a pu être réduit grâce en fait, à l'augmentation du niveau de vie, grâce à la croissance, grâce à des innovations. Qu'est-ce que vous opposez aux personnes qui disent, du coup, en fait, si on renonce à la croissance, on renonce aussi potentiellement à la capacité à affronter les catastrophes climatiques qui nous attendent? Alors je leur dis que c'est à court terme tout à fait vrai, à long terme que malheureusement nous n'échapperons pas à la décroissance, exactement comme ni vous ni moi n'échapperons à la mort un jour. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que sur une planète qui est désespérément limitée à 13 000 km de diamètre et qui ne gonflera pas avec une pompe à vélo géante pour nous offrir plus de ressources chaque jour, il y a une loi mathématique qui nous dit que toute ressource non renouvelable, vous ne pouvez pas indéfiniment en consommer de plus en plus, ni même indéfiniment en consommer toujours la même chose. Donc en ce qui concerne les combustibles fossiles, quand bien même on ne voudrait pas en consommer de moins en moins, c'est quelque chose qui va nous être imposé par la géologie. Si ça n'est pas imposé par notre volonté, c'est imposé par la géologie. Et je m'adresse essentiellement non seulement à des Européens, mais à des Français. Et l'Europe, et donc la France en particulier, est déjà dans une décrue subie de son approvisionnement en combustibles fossiles. Nous, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce que l'approvisionnement charbonnier en Europe est en décrue subie depuis les années 50, tout simplement parce que l'Europe a été le premier continent au monde à taper abondamment dans son charbon. Donc les mines ont été épuisées plus tôt qu'ailleurs. Le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, par exemple, c'était 1914. Ça date pas d'hier. Le pic de production du charbon en Europe, donc ça a été les années 50. Et donc depuis, ça décline. Et comme le charbon est un pondéreux solide, le commerce international de charbon n'est pas quelque chose d'extrêmement important. Vous n'avez que 15% du charbon énergétique qui passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Et donc à partir du moment où les mines européennes se sont épuisées, la consommation européenne de charbon s'est mise à baisser. C'était bien avant qu'on s'excite sur le climat. En ce qui concerne le pétrole, la consommation a eu un premier coup d'arrêt au moment des chocs pétroliers, en 1970, je crois 73. Et elle a eu surtout un deuxième coup d'arrêt beaucoup plus progressif depuis 2008. Alors 2008, tout le monde garde en mémoire que c'est la grande crise financière, mais en fait c'est surtout le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde, et il y a un lien entre ceci et cela. Et depuis ce pic de production du pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste aux États-Unis et les sables bitumineux du Canada, l'approvisionnement pétrolier de l'Europe baisse, comme du reste l'approvisionnement pétrolier de toute la zone OCDE, États-Unis compris. Et puis en ce qui concerne le gaz, alors le gaz se transporte beaucoup moins facilement que le pétrole, puisqu'il est gazeux, et que 1 mètre cube de gaz à température et pression ordinaire, c'est 1000 fois moins énergétique qu'un mètre cube de pétrole. Donc c'est beaucoup plus compliqué de transporter des grandes quantités d'énergie sous forme de gaz, on le voit bien du reste. Et donc le gaz, c'est une énergie essentiellement régionale. Et l'essor du gaz en Europe, ça a été l'essor de la mer du Nord, beaucoup. Et la mer du Nord a passé son pic en 2005. Et depuis 2005, la consommation de gaz en Europe baisse. Et tout ça, c'est donc par rapport à l'énergie, vous nous dites ça parce que c'est en fait intimement lié à la croissance économique. Absolument. Et donc, la croissance économique, c'est quand on regarde bien physiquement ce que c'est la croissance du nombre de machines au travail. Parce que c'est les machines qui font le micro dans lequel je parle, c'est les machines qui ont fait la table sur laquelle je suis en train de me vautrer là, c'est les machines qui ont fait les vêtements que je porte. C'est des artisans qui l'ont fait à la main. Oui, mais ils l'ont fait avec des scies, Oui, c'est vrai. C'est venu ici en camion. Mais pourtant, donc on vit dans un monde de machines. Ouais. Et les machines mangent de l'énergie. En fait, l'énergie, c'est pas nous qui la consommons. Quand on dit qu'on consomme de l'énergie, c'est pas vrai. C'est des machines qui consomment. C'est pas vous qui consommez de l'électricité. C'est votre four, votre frigo, votre machine à laver, etc. Vous, si vous essayez de mettre les doigts dans la prise, ça va pas beaucoup vous réussir. Je vous le déconseille. Donc, la quantité d'énergie conditionne la quantité de machines au travail, et la quantité de machines au travail conditionne la production économique. Donc, la décrue de l'énergie disponible en Europe a engendré une décrue économique larvée, alors qui se manifeste sous plusieurs indicateurs. Quand vous regardez la production physique, par exemple, elle est stable ou en baisse depuis 2007. Les mètres carrés construits en Europe, c'est le maximum historique, c'était 2007. La production en tonnes chargées dans les camions, maximum historique, c'était 2007. Et ça se traduit maintenant également en termes économiques, puisque le revenu disponible des ménages en France, il a tendance à baisser depuis 2010. Donc la décroissance larvée, elle est déjà là. Et c'est pas parce que Sarkozy va la chercher avec les dents ou que le maire dit qu'il n'en veut pas qu'on ne va pas l'avoir. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que, indépendamment du climat, de toute façon, le renversement de paradigme, il a commencé. Et maintenant, on a deux options.
comme il était dit dans un bouquin que j'ai lu dans ma jeunesse, ou bien on fait pipi par terre et on se roule dedans en disant je veux pas sûr que ça va être très productif comme manière de voir la question, ou bien on se dit bon bah très bien, j'affronte le sujet exactement comme on affronte son vieillissement, c'est pareil, et on fait avec. Et si on s'organise bien, c'est pas nécessairement un drame, mais il faut s'organiser en conséquence. Et dans les décrues, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres. Par exemple, si aujourd'hui on arrête d'avoir Netflix en 4K sur son téléphone portable quand on est dans le métro, c'est pas un drame. Si par contre on divise la surface habitable des gens par 2, c'est plus ennuyeux. Voilà, donc il faut bien voir, il y a des renoncements, ils ne sont pas vraiment très gênants. Et si on divise la taille, la masse des voitures par 2, on n'en mourra pas non plus. Hein. Pour moi, il y a the elephant in the room, quand je vous écoute, c'est que même si factuellement on est dans une forme de décroissance, dans le monde de l'entreprise, moi, toutes les entreprises que je côtoie, et très certainement même votre entreprise, l'objectif, c'est de faire plus que l'année d'avant. Ce que je trouve d'ailleurs un peu absurde, mais ce qui a été institué comme étant le progrès. À chacun sa croissance sans bon, absolument. Une entreprise, c'est un projet de conquête. Toujours. Quand vous créez une entreprise, carbone 4 inclus, c'est que vous croyez à ce que vous faites. Vous croyez que ce que vous allez faire est utile ou intéressant ou désirable. Et donc, si vous pensez que c'est utile, intéressant ou désirable, vous ne voyez pas pourquoi vous vous arrêteriez en chemin. Donc, vous avez envie d'en faire de plus en plus. Donc, c'est absolument évident que la transformation de l'économie, elle va être schumpeterienne, c'est-à-dire que certains vont croître pendant que d'autres vont mourir. Et le rôle de la collectivité, c'est d'accompagner ceux qui vont mourir et de faire... Alors après, dans ceux qui vont mourir, il y a 2 embranchements. Il y a les actionnaires de ceux qui vont mourir et il y a les salariés. La collectivité se doit le soutien aux salariés. Les actionnaires ont pris le risque, c'est écrit en petite ligne dans le contrat d'assurance, donc ils ont pris le risque de tout perdre. Encore une fois, c'est écrit dans le contrat d'assurance. Moi, je suis actionnaire de Carbone 4. Le risque existe tout à fait de tout perdre. Si demain matin, il n'y a plus d'électricité en France, Carbone 4 ne vaut plus rien, parce que je suis incapable de travailler sans électricité. Donc, tant que ça ? Oui, on utilise des ordinateurs, des téléphones, des machins, etc. Je sais pas, on peut écrire à la main. Et on se fait payer par virement. Oui, ça c'est un sujet. Ça, on ne va pas déposer la mallette. Plus d'électricité, plus de monnaie. Hein, d'accord. D'accord. Il faut bien comprendre ça. Donc aujourd'hui, la monnaie, c'est des ordinateurs. C'est marginalement des billets de banque, mais c'est des ordinateurs. Donc Carbone 4 est un projet de conquête comme d'autres. Alors c'est pas pour ça qu'on l'a. Il y a des gens après dans les projets de conquête, ils font ça pour l'argent et d'autres ils font pas ça pour l'argent. C'est encore plus important de faire ça pour ce que ça représente à leurs yeux, d'avoir des gens qui apprécient ce qu'ils font. Et vous avez plein d'entreprises qui se montent sur ce modèle-là aujourd'hui. Et donc, en fait, la rentabilité est une condition du succès, c'est pas le premier objectif visé. Ouais. Il n'empêche que, le code civil étant ce qu'il est, une entreprise se doit d'être profitable. Si vous n'êtes pas profitable... Et c'est compatible avec la décroissance ? Alors, ce qui n'est pas compatible avec la décroissance, c'est que toutes les entreprises soient en croissance. Ce qui est parfaitement compatible avec la décroissance, c'est que certaines le soient pendant que d'autres ne le sont pas. D'accord. Ça, c'est très clair. Et donc, il faut savoir traiter les perdants, c'est bien ce que je disais. Et puis après, au niveau mondial, il y a en plus des choses qui sont un peu plus subtiles que ça. Je vais vous prendre un exemple. En France, une bonne partie des voitures que nous achetons aujourd'hui sont importées. Les importations viennent en diminution du PIB. Si les voitures importées étaient remplacées par des vélos fabriqués en France, eh bien, vous auriez à la fois de la décroissance de la consommation des ménages, puisqu'ils consommeraient des vélos au lieu de consommer des voitures, donc c'est de la décroissance. D'accord ? Imaginons que demain matin, vous vendiez des vélos électriques 10 000 € à la place des voitures que vous achetez 10 000 €. C'est de la décroissance. D'accord ? Il n'empêche qu'au niveau du PIB français, vous êtes quand même en croissance parce que vous avez supprimé des importations et rajouté de la valeur ajoutée française. Voilà. Donc, quand vous commencez à regarder un peu dans le détail, c'est pas aussi simple que ça. Et alors aujourd'hui, dans les débats qu'il y a sur la décroissance, ce qui nous manque cruellement, c'est des choses qui sont un peu moins manichéennes et binaires que la décroissance est un projet, la croissance est un projet. La croissance de quoi ? La décroissance de quoi ? D'accord ? Tous les gens qui disent qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, ils ont un projet de décroissance des flux d'émissions de gaz à effet de serre. Très clairement. Ouais. D'accord ? Enfin voilà, donc la croissance de quoi et la décroissance de quoi ? Donc ce qui manque aujourd'hui, j'insiste, c'est de sortir de ce débat manichéen dans lequel on emploie le mot à toutes les sauces sans distinction aucune. Je pense qu'aujourd'hui, la décroissance de la consommation de sucre dans ce pays serait une excellente nouvelle.
Donc si les fabricants de sucre font un plus petit chiffre d'affaires, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le pays. Je pense que la décroissance de la consommation d'un certain nombre de produits alimentaires gras, salés, sucrés, etc. serait une très bonne affaire. Donc la décroissance du chiffre d'affaires de ces gens-là serait une très bonne affaire pour la collectivité. C'est une très bonne affaire pour les fabricants concernés, on est bien d'accord. Voilà, croissance vertueuse. Voilà, donc j'insiste, et dans le même temps, la croissance du chiffre d'affaires des fabricants de vélos électriques dans ce pays pour remplacer des voitures, c'est une très bonne affaire. Donc je pense qu'il faut sortir de cette idée qu'il y a décroissance pour tous ou décroissance pour tous. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé dans le passé. Le monde qui nous a amenés jusqu'à maintenant, vous avez eu une décroissance extrêmement féroce du nombre d'agriculteurs et de la part relative de l'agriculture dans l'économie. Et tout le monde l'a accepté. Oui. Nous n'avons versé que des larmes de crocodile sur la diminution du nombre d'agriculteurs. Donc voilà, donc moi vraiment mon souhait c'est qu'on arrive à sortir de ces débats totalement manichéens et à être beaucoup plus circonstanciés sur ce qui doit croître et décroître.